Aujourd'hui, on vous parle d'Ezra et Néhémia. Hello. Hello. Bienvenue dans Huicher Laurier. C'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler du dernier Garphill Games. Et ça s'appellera Ezra. Esdra. Esdra. Ils ont rajouté AD. Donc Ezra et Néhémia en VO. Et Ezra et Néhémie en version française. Au niveau des mensurations, c'est du 13+, 1 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près 90 à 120 minutes. Aux manettes, c'est Sean Phillips et S.J. McDonald, qu'on a déjà retrouvés sur plein d'opus. On les a retrouvés sur la série jaune du Sud et tout ça. C'est toujours un duo qui... Ils font beaucoup de jeux ensemble, en tout cas. Perso, je trouve que depuis qu'ils font des choses ensemble, c'est quand même nettement plus intéressant que quand Sean Phillips était tout seul. Quand Sean Phillips est tout seul. Au niveau des pinceaux, c'est pas The Miko, c'est Sam Phillips qui nous a illustré l'excellentissime Mur d'Adrien et les Circadiens, entre autres. Il a fait d'autres trucs aussi avec son frère. Je trouve qu'il a un style assez proche de Miko, par contre. Ah bon? Oui, moi, je trouve dans les palettes et tout, absolument pas au niveau des personnages. Ça fait beaucoup moins... Miko, ça fait très cartoon, en fait, très, tu vois... C'est le Miko, le problème, c'est les personnages, quoi. Ouais, c'est ça, ici c'est un côté un peu bon. Il s'est amélioré aussi, les premiers, notamment, je me rappelle Circadian, c'était quand même un petit peu tordu, là c'est quand même pas mal mieux, c'est un autre style. Maintenant c'est une gamme aussi, c'est normal que ce soit son frère, parce que c'est lui qui développe, enfin c'est lui qui s'occupe des illustrations des gammes qui sont autres que les trilogies. Que les trilogies, c'est ça. Ou là c'est The Miko. C'est la gamme, je sais plus, ils appellent ça antique ou je sais plus quoi. Ah, je ne sais plus. Le Mur d'Adrien dans la même gamme, Pierre de City, et le futur en... je sais plus comment ça s'appelle. Celui qui va être une espèce de suite de Pierre du Mur d'Adrien. Et puis il y a Scarabraille aussi qui va arriver sur KS, qui est le prochain dans la gamme. Donc, et puis il y a toute la gamme Chaos Order avec Circadian, etc. Et c'est aussi donc, le frère qui s'occupe des illustrations, mais la plupart des plus connus, on va dire, c'est de Miko. Le pitch? C'est un Eurogame. Hein. L'idée c'est qu'on va reconstruire la ville, enfin en tout cas la muraille, l'enceinte qui entoure la ville de Jérusalem. C'est une des actions principales qu'on va faire. Une autre action principale qu'on va faire, c'est s'occuper de la construction d'un temple dédié à Dieu, et également la troisième action principale qu'on peut faire, enseigner la Torah. Ça va pas beaucoup plus loin, hein. C'est un Eurogame assez classique et assez froid, donc on aurait pu mettre n'importe quel thème que ça aurait été. Au niveau de la mécanique principale, je ne sais pas trop quoi dire. Là, c'est une sélection d'actions. C'est une action selection à base d'icônes qui sont présentées, des espèces de petites bannières. Et en fait, on va jouer des cartes dans le bas du plateau. Et quand on va jouer une carte, ça va rajouter dans le coin, il y a un certain nombre de bannières qui sont de 3 couleurs. Chaque couleur représente une des 3 actions principales. Et donc, en fonction du nombre sur les 3, parce qu'on va pouvoir les empiler, en fonction du nombre de bannières d'une certaine couleur qui apparaît, on va pouvoir déclencher cette action de cette couleur avec une force égale au nombre de bannières de cette couleur. Voilà, c'est un chouette système qui paraît très simple comme ça, mais quand on y joue... ça chauffe un petit peu. Oui. Parce qu'on peut faire, en fait, donc il y en a 3 emplacements pour passer des cartes, et à la fin, on aura obligatoirement dans chaque pile 2 cartes. Donc on change de manche après 6 cartes jouées. Donc 2. Et ne fût-ce que l'ordre dans lequel on va jouer ces cartes, il faut quand même réfléchir un tout petit peu. C'est un petit côté casse-tête. Ouais. C'est pas mal, j'avais des choses plus ou moins approchantes, mais vraiment quelque chose comme ça. J'avais pas vraiment joué, je pense. Pas de mémoire en tout cas. On va directement au niveau du twist, parce qu'au niveau de la mécanique, c'est simplement le cœur du jeu, il est vraiment dans la sélection d'actions. Et donc le twist, justement, on en avait déjà un peu parlé, mais c'est ces fameux badges de couleurs que vous avez sur le côté des cartes, qui fait que vous allez pouvoir les cumuler et dire je vais faire l'action grise. Vous avez 3 actions, la bleue, la rouge ou la grise. Vous pouvez faire les 3 actions, enfin une des 3 actions, et ça va être votre force. Parce qu'à chaque endroit sur le plateau de jeu, donc ici on est dans la zone bleue, ici on est dans la zone rouge et la zone grise, c'est toutes les bâtisses du pourtour, eh bien, ça va vous donner une valeur d'action pour pouvoir... Des points d'action. Des points d'action. Et donc, bien entendu, au fur et à mesure de la partie, vous allez devoir, ça c'est devoir, c'est super important, devoir en mettre ici,
pour justement avoir cette puissance qui va venir avec. Et un twist tout particulier, ben, c'est que les cartes sont un peu multi-usages. Vous avez les fanions, comme vous avez dit, les bannières. Vous avez aussi un scoring, fin de partie, évidemment. Oh non, pas fin de partie, fin de manche. Ouais, fin de manche. Et à la fin d'une manche, on va devoir monter une des cartes ici pour scorer. On va la scorer première, deuxième et troisième fois. Mais ça va aussi vous virer une des cartes de votre main, parce que c'est pas un deck building, c'est pratiquement une mécanique comme ça, sauf qu'on ne gagne aucune carte pendant la partie, donc on va en avoir de moins en moins, et donc choisir c'est renoncer. Vous allez devoir dire oh, j'ai très envie de ce scoring là, mais si vous mettez celle-là, vous perdez vos 3 bannières crise, vous n'en aurez toujours qu'une, parce qu'il n'y en a qu'une qui dépasse. Il y a aussi des petits pouvoirs des actions secondaires, en fait. Des actions secondaires qui vont interagir avec des portes. Il y a plusieurs portes dans la ville, et ça va aussi créer une légère interaction, avec les propriétaires des portes, que ce soit le jeu lui-même ou un propriétaire, un adversaire, auquel quoi vous allez devoir le payer parce que vous utilisez sa porte. Ça permet de faire des échanges, ça permet d'échanger certaines ressources contre d'autres. C'est un peu du marché. Hein, donc, ça peut être intéressant en prévision de l'action suivante, donc il y a pas mal de planification dans le jeu. Tu vois quelque chose d'autre au niveau du twist? Non, il n'y a pas vraiment de twist particulier, si ce n'est, oui, c'est Action Selection. Je pense que le reste, c'est assez classique, c'est un amalgame de différentes petites mécaniques qu'on a l'habitude d'en voir dans la plupart des Eurogames. Oui, rien de... Il n'y a rien de fulgurant. Voilà. La rejouabilité, la variabilité. Tu veux commencer? Variabilité, il y en a quand même pas mal, ne fût-ce que tout ce qui est latéral, l'action bleue qui est là-bas. C'est toutes des tuiles qu'on vient de poser. Donc la ligne du haut, par exemple, c'est que du scoring fin de partie. Les deux lignes intermédiaires. Jaune. Ouais. Les deux lignes intermédiaires, ce sont des aides en fait, hein, des pouvoirs qu'on va débloquer qui vont nous aider pendant toute la partie. Et la ligne du bas, c'est des personnages additionnels. Ce sont des cartes qu'on va pouvoir toquer additionnellement. Parce qu'en fait, les cartes qu'on toque, non seulement c'est du scoring, mais c'est aussi des bannières qui sont permanentes, en fait, qu'on va pouvoir voir sur le côté. Donc voilà, là-dessus, il y a déjà pas mal de variabilité. Le reste de variabilité, je vais dire, il y a les cubes, évidemment, qu'on pose, quelles couleurs vont se poser. Donc ces cubes, ce sont au départ des remblais, donc des gravats qu'on va devoir dégager avant de pouvoir reconstruire la porte. Mais ce sont aussi des matériaux de construction, donc on les veut, hein, ça ne pollue pas notre plateau. Et donc ça s'est mis un petit peu au hasard aussi. Par contre, ce que je dois dire, c'est même s'il y a la variabilité pas folle, c'est l'interaction qui va faire et l'ordre dans lequel on va jouer nos cartes, etc., nos cartes actions qui vont faire la différence. Mais par contre, ce que je voulais préciser, c'est qu'il y a pas mal d'adaptabilité par contre au niveau... donc 4 joueurs, on joue avec tout, mais à 3 joueurs, il y a quelques petites adaptations, notamment la taille du temple qui change à 2, 3 ou 4 joueurs. À 2 joueurs, on enlève comment je veux dire, certaines portes, tout un pan en fait, des choses qui sont déjà reconstruites en fait, qu'on va plus pouvoir reconstruire, ce qui est pas mal. Tout ça joue pas à 2 joueurs. En fait. Voilà, donc il y a pas mal d'adaptations qui sont faciles à mettre en place hein, en setup, mais qui font quand même la différence et c'est bien qu'elles soient là. On va dire ça permet d'avoir un 2 joueurs qui est relativement intéressant, même si je pense que quand même le 3 joueurs reste, comme souvent dans ce genre de jeu, un peu plus parce qu'il y a un peu plus d'interaction, puisque quand on construit certaines murailles autour de certaines portes, il y a une interaction qui se fait, il y a une interaction positive. Et donc ça c'est vrai que quand on joue à 2, on l'a peut-être un petit peu moins, on est moins tenté peut-être de construire. On est allé, notamment dans notre partie ici, on est allé un petit peu ailleurs. Voilà, donc je pense que ça reste quand même le 3P le plus intéressant, mais le 2 est sympa et le 4 doit l'être aussi. Donc ça c'était pour la variabilité, pour la rejouabilité, donc c'est ce que je disais, hein, c'est surtout l'ordre dans lequel on va faire nos actions, etc. Oui, aussi, on reçoit 5 tuiles sur notre plateau. Asymétrie. Il y a une certaine asymétrie, donc ça fait un petit peu de différence. Maintenant, ça révolutionne pas tout. Mais je pense que les parties, de toute façon, on veut toujours faire la même chose, hein, c'est-à-dire principalement construire la muraille, le temple, et apprendre la Torah pour avoir des bonus et du scoring additionnel. On fera toujours plus ou moins ça, donc... je dirais que c'est très correct comme rejouabilité, mais maintenant, il n'y a pas 50 000 choses à faire dans le jeu de toute façon, donc on fera toujours plus ou moins la même chose. Hein. À moins de rajouter une extension qui rajoute vraiment une action additionnelle ou un pan additionnel de jeu, ça restera toujours... Il y a 3 actions de base, et c'est ces 3 actions-là qu'on va faire, ce sera 1 sur 3 à chaque tour. Donc.
Ouais, effectivement, je rejoins assez l'avis, une rejouabilité plus que moyenne pour moi, avec une très très grosse variabilité, parce qu'il y a des setups totalement variables, mais au final on va faire un peu de tout. On va se spécialiser un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, mais au final, on va faire un peu de tout parce que le jeu nous demande de faire un peu de tout. Parce que c'est surtout qu'il y a que 3 actions, donc on peut pas pilonner dans une seule action et faire tout le temps la même action à chaque tour. De toute façon, ce serait pas très agréable. Donc c'est normal qu'un jeu où il y a 3 actions principales seulement, donc on a le choix de une parmi 3. Forcément, on fait un petit peu toujours la même chose. Maintenant, encore une fois, l'ordre dans lequel on va faire, les décisions restent quand même là. Oui, bien sûr. C'est un jeu qui est assez casse-tête, où il y a quand même une planification, comme je disais tout à l'heure, qui est assez importante. Donc voilà, je pense que dire que c'est très moyen, je trouve ça... Voilà. Il y a 10-15 ans, on aurait dit qu'il y avait une super rejouabilité. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle... Et c'est marrant parce que c'est inversement proportionnel au nombre de fois où on rejoue les jeux. Oui, il y a tellement de jeux maintenant et on a tendance à être beaucoup plus critique là-dessus, alors qu'on y rejoue beaucoup moins. Et à l'époque, ça ne nous gênait pas alors qu'on ponçait les jeux. Donc il y a toujours ce paradoxe qui me fait un petit peu sourire. Mais c'est vrai. C'est vrai que comparé à d'autres, il n'y a pas une rejouabilité folle. Ouais, c'est l'offre et la demande du coup. Au niveau du poids de la cible, c'est du 3,82 sur BGG, sur l'échelle BGG. Pour moi, est-ce qu'on est dans de l'expert? Je dirais oui, mais c'est pas de l'expert où vous allez ressortir largement lessivé, fatigué. Donc c'est quelque chose d'extrêmement planifiable, vraiment. Et il y a même des fois où il y a moyen de bugger complètement, comme j'ai eu la partie, parce que je mettais une action, je l'avais, mais je déployais un meeple, ce qui fait que le meeple, j'en avais besoin pour le tour d'après et tout. Donc extrêmement planifiable. Donc il faut vraiment penser à ce qu'on fait. Chaque action doit être pensée. Il faut avoir son plan. Au final, essayer de faire les actions dans un certain ordre, ça c'est primordial. Vraiment, les cartes, les jouer dans le bon ordre. Sinon, c'est une complexité. Pour moi, on est dans l'expert, mais on est dans l'entrée de gamme. C'est pas fou. Moi, je dirais quand même qu'on est dans l'expert. Maintenant, je me rappelle quand ils ont parlé la première fois, je me rappelle qu'il y a eu un podcast qui a été fait par les auteurs pour annoncer ce jeu. Ils disaient que c'était leur plus complexe à ce jour. Mais je ne sais pas si c'était... c'est ce qu'ils ont dit à l'époque. Moi, je te dirais pas. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais à l'époque, je ne me rappelle pas. En tout cas, Scholars Érudit n'était pas encore sorti. Donc ça c'est normal. Parce que à l'heure actuelle, je pense pour moi, c'est Érudit le plus haut. Le plus haut. Mais même Voyageur, je ne suis pas sûr qu'il était sorti. Pourtant, je mettrais quand même un cran en dessous de Voyageur pour moi. Mais c'est pas pour ça que ça reste quand même... En fait, c'est pas un jeu qui est stratégique. Encore une fois, il y a 3 actions, il n'y a pas 10 pans stratégiques à faire. On va faire de tout de toute façon. On va chercher... Et en fonction de la Torah, principalement des pouvoirs qu'on a débloqués, on va faire peut-être plus certaines choses que d'autres, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc c'est un jeu qui est plutôt tactique. Donc c'est ça qui pourrait faire dire que c'est un peu moins expert. Moi, je pense que dans la planification, dans l'enchaînement, il y a quand même un peu de technique. Hein. C'est quand même, si tu compares ça, je vais souvent au maître étalon, mais si on compare ça à le jeu avec les abeilles, à Pierre, par exemple, ça devient notre... c'est ça, ça devient un peu le truc le jeu initié qui se prend pour un expert. On est quand même au-dessus, il y a quand même plus de choses. Si on veut bien jouer, en fait, n'importe qui, encore une fois, il y a 3 actions, donc c'est facile de jouer, hein, une fois qu'on les a comprises, mais pour bien les effectuer et bien anticiper les tenants aboutissants de chaque coup par rapport au suivant, etc., là, il faut quand même réfléchir un petit peu. Et c'est là pour moi qu'il passe une petite catégorie et qui rentre dans l'expert. Je ne dis pas encore une fois que c'est pas un expert. On est largement en dessous d'un Scholars, mais il y a quand même de la réflexion. Si on devait l'inclure dans une des trilogies, ce qui n'est pas le cas, absolument pas. Il est en dehors des trilogies. C'est déjà une espèce, c'est pas une trilogie, mais c'est une catégorie annuelle. Ouais. Hein. Et donc, si on devait l'inclure pour vous donner une référence des amateurs des jeux de John Phillips, pour moi, la bleue, on est limite dans le familial. Pas tapé, il y a pillard. Pas tapé, il y a pillard. Expert initié, vous avez la série rouge qui est de l'Ouest, et pour moi, on est clairement dans l'expert avec la série jaune. Et pour moi, si on devait l'inclure dans une des trilogies, celui-là irait dans la série jaune, en fait. On a un trou de la série jaune, je dirais. Oui. Et la future série en Asie, apparemment, sera d'un niveau de complexité aussi plutôt raccord avec la série jaune, comme tu dis, avec les tigres du Sud. Ok, donc il monte en complexité. Je pense pas que ce soit nécessairement plus complexe, mais apparemment ce sera beaucoup plus interactif. Donc forcément, probablement un petit peu plus coupe-gorge. Donc voilà, il est au-dessus de la série rouge pour moi en termes de complexité. Et il le disait même encore une fois à l'époque, c'était de loin le plus complexe. Ouais. Et pour nous,
c'est clairement érudit, pour le moment, en tout cas, Ouais. dans tout ce qui a été fait dans cette série-là. On n'est pas du tout dans le même genre, je mettrais, en termes de mécanique, etc., je le mettrais au niveau de Chaos Order, mais qui est beaucoup plus interactif, évidemment, c'est difficile de comparer. Au niveau du matériel, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut quand même le relaisser. Ça, C'est sa petite boîte. Hein. C'est toujours des formats compacts, Non. formats à la pillard, des toutes petites boîtes. Ah, mais j'étais content justement que c'était passé avec Tigre du Sud à une boîte classique. La boîte déborde vraiment. Donc, quand vous avez slivé, quand vous avez rangé, ça déborde de tous les côtés. On ne peut pas ranger de toute façon, on jette tout dans des sachets et puis voilà, on essaie de fermer le couvercle. Au niveau du matériel, la grosse performance à chaque fois qu'ils font, c'est de produire un jeu avec un prix très abordable en termes de quantité de matériel. Vraiment. On est hors pièces de métal, parce qu'ici il y a les pièces de métal, hors pièces de métal on est à 50 euros, je pense, 50-55. Ce qui se fait en VO encore. Ce qui se fait vraiment dans la partie basse des jeux experts, vraiment. Les jeux experts, maintenant, on est souvent dans les 60-70 euros, même si on revient à la baisse, et c'est tant mieux. Eh bien, donc ça souligné, ils sont chaque fois en dessous de ce qui se propose. On a tout le temps l'habitude d'avoir les meeples sculptés, ce genre de choses, donc vraiment au niveau du matériel, pas spécialement de choses qui sont du font d'habitude. Oui, on a des plateaux double layer qui sont toujours très intéressants, très sympas à manipuler. J'aurais bien aimé avoir ici du double layer pour la construction la pyramide. Effectivement. Pas la pyramide, du temple. Ouais, effectivement. Bon. Mais le plateau double couche, ça coûte cher. Donc c'est normal qu'il n'ait pas fait autant les plateaux simple couche. Par contre, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un petit peu... ça a tendance à se décoller un tout petit peu. Ça peut s'abîmer relativement vite, c'est coupé à la pièce. Ouais. Donc au niveau du matériel, moi j'ai pas grand chose à dire. Au niveau de l'iconographie, elle est très foisonnante. Il y en a vraiment, au début quand on ouvre le truc, c'est un peu comme quand moi j'ai joué pour la première fois au mur d'Adrien, je me dis waouh, je suis devant quoi là? Il y en a partout, on sait pas où regarder, on a l'impression que c'est extrêmement touffu et compact. C'est un peu l'impression que j'ai eue ici dès que j'ai vu le plateau, je me dis oh là là, il y en a vraiment partout. Effectivement, il y a certains trucs, c'est tellement chargé qu'il y a certains trucs qu'on a zappé en première partie, qu'on ne zappera pas dans les parties suivantes. L'iconographie, il y en a tout plein, mais elle est assez intuitive, malgré qu'on ne l'ait pas énormément vue. Bien entendu, on est toujours familiarisé avec ce qu'ils font, donc on est pratiquement en terrain conquis, mais il y a beaucoup, et au final, on est très peu retourné dans le livret de règles pour dire c'est quoi ça. En fait, c'est vrai que chez Garfield, en tout cas quand on est dans les trilogies, c'est toujours la même iconographie qui revient. D'ailleurs, j'ai quelquefois vu certains qui critiquaient l'iconographie d'Érudit. Si on a joué au titre précédent, dans Érudit, on n'a absolument pas perdu. Ici, on a un peu plus parce que justement, c'est une série différente. Donc on n'est pas du tout, c'est pas le même illustrateur, c'est pas Demico, donc forcément on est aussi dans une philosophie différente à ce niveau-là. Mais bon, ce sont souvent les mêmes icônes qui reviennent de toute façon. Hein. Je veux dire, 90% des icônes, c'est assez facile, c'est assez intuitif. Là par contre où il y a un travail à faire, c'est au niveau de la Torah, donc toutes ces petites tuiles qui sont à la fois du scoring ou des adjuvants. Là, il faut l'expliquer au début de règle, il faut l'expliquer à tout le monde et c'est important parce que c'est une voie. C'est une voie, voilà, c'est savoir vers quoi on va prendre dès le départ et ce qui va orienter probablement un petit peu nos coups, en tout cas notre stratégie. Oui, parce que chose qu'on n'a pas dit, au niveau des tuiles ici, on est obligé de savoir s'appuyer. Donc si par exemple, j'aurais voulu cette tuile-là, je ne pouvais pas parce qu'il n'y avait rien qui l'appuyait. Donc quand je suis monté ici en haut, j'avais le choix entre celle-là ou celle-là parce qu'il y avait des meeples juste ici en dessous. Tout ce qui était au-dessus, j'aurais dû monter, bien entendu, j'aurais dû monter pour venir m'appuyer, pour pouvoir prendre celle-là, par exemple. Ça, j'aurais dû le faire. Mais il faut vraiment toutes les expliquer. Oui, et là, c'est pas nécessairement quand on les regarde comme ça, oui, après, quand on connaît un petit peu, ça sonne. Mais il faut quand même les expliquer dès le départ et il faut le temps de la comprendre. Et ça, c'est vrai que ça peut, pour une première partie de quelqu'un qui n'a pas l'habitude, mais il y a pas mal d'informations quand même à retenir et à décrypter de cette huile. Mais c'est le seul endroit. Tout le reste, encore une fois, sur le plateau, etc. Une fois que 90%, c'est un truc qui revient tout le temps et c'est tout le temps les mêmes. Donc, c'est pas très compliqué. Il y a vraiment cette petite pierre d'achoppement peut-être là en début. Petit point parce qu'on aime bien pinailler sur ce genre de choses, c'est que les cubes sont très gros, sont assez gros, et donc c'est très agréable à manipuler, pardon. Mais par contre, quand ils sont en face, quand ils sont positionnés en setup, on a du mal à voir ce qui se passe. Il cache en fait l'information qui est devant. Donc voilà.
je ne sais pas comment on aurait pu faire autrement, peut-être en mettant l'iconographie. Décupler ça, en mettant les icônes plus grandes, ici on les voit, les icônes elles sont minuscules. Quoi. Donc les cubes peut-être un peu plus petits, mais c'est très très agréable de manipuler des cubes de cette taille-là. Ils sont bien finis en plus. Oui, donc ça c'est... Pour moi, il y a autre chose à dire sur le matériel. Mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant, il faut se lever pour aller voir ce qu'il y a derrière les cubes. Mais non, c'est mineur, hein. C'est carrément mineur. Moi, ce que je dirais, c'est que les tuiles, tout ce qui est tuiles n'est pas d'une super qualité. Bon, encore une fois, ils veulent garder un prix assez sympa. Et les plateaux aussi, les plateaux qui sont... c'est bien d'avoir double couche, mais les bords sont là où c'est fin, c'est très 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 sensible. Hein, donc, enfin, c'est souvent le cas chez la plupart des éditeurs. C'est comme ça. On se rappelle notamment de Nucleum, etc. C'était quand même assez sensible aussi. Voilà, mais les tuiles sont quand même... On sent que ça va s'abîmer assez vite. Hein. Ouais, même si l'épaisseur de tuile est assez belle, hein, quand même. Oui, là-dessus, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai que le bord, il n'y a rien de toilé, donc c'est un petit peu plus sensible. Mais bon, voilà. Encore une fois, le prix n'est pas très élevé, donc oui, c'est un parti pris. Hein. Je suis très content de mettre le prix pour le matériel proposé. En tout cas, il n'y a absolument pas de vol. De toute façon, un jeu, c'est pas du matos. Non, absolument pas. Mais ici, particulièrement, au niveau gameplay, il y a quand même, on est quand même servi. Hein. On est quand même servi pour une 50aine d'euros. On n'est pas volé pour ce qu'il y a derrière, même si on un petit cran en dessous, comme on disait tout à l'heure, de certains autres. Nos avis? Je t'en prie, vas-y. Ok. Ben moi, je suis déjà en terrain conquis, parce que quoi qu'il arrive, j'aime beaucoup tout ce qu'ils font. Je suis très fan de la série rouge. La série bleue, il y en avait un qui était très très bon, les autres étaient... Un qui était plutôt mauvais et un que c'était une purge totale. Donc, il faut pas trop parler de la série, la série bleue. Ils l'ont sorti. Oui, c'est bien. Ils ont compris. Ils l'ont ressorti, ils ont fait un autre jeu. Donc, ils ont bien compris que c'était de la... Bon, okay. La série jaune, je suis un peu mitigé sur Voyageur pour plein de faits de jeu. J'adore Érudit, vraiment. J'adore Mur d'Adrien. Donc, je suis vraiment très, très client de ce qu'ils ont fait. J'avais des très, très grosses attentes sur celui-là. J'étais ultra chaud. Et franchement... j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce système de sélection d'actions qui n'est absolument pas innovateur, qu'on n'a jamais vu dans un autre jeu. Non, on a déjà vu ça dans pas mal de choses. Et je trouve que ça fonctionne pas mal du tout. Mais vraiment pas mal du tout. Le choix qu'on doit faire pour le scoring, de se dire oh, si je libère cette carte-là, je l'aurais pu, elle va revenir. Enfin voilà, tout ça, tous ces choix-là sont super intéressants. Encore une fois, c'est pas novateur, hein, mais moi j'ai adoré ce genre de choses. Il y a que 3 actions, donc les règles au final ne sont absolument pas complexes à prendre en main. C'est son avantage, c'est son point fort. Mais il y a pas mal de voies stratégiques différentes malgré tout. Non, je trouve pas qu'il y a des voies stratégiques. Ah ben, c'est tactique. Hein. Ok, bon, j'ai trouvé qu'il y avait quand même facilement au moins 4 voies stratégiques différentes. Avec 3 actions? Ouais, je pense, ouais. Parce qu'il y a les quartiers qui sont complètement à pousser, en fait, tout simplement. Effectivement, il y a les quartiers, il y a le gris, le bleu et le rouge, et où on va pousser. Et il y a aussi, sur son plateau de jeu, qu'on va pouvoir développer. Regarde, on n'a pas fait du tout la même partie, toi et moi. Non, moi je pense que c'est assez opportuniste. Ok. En fonction des bonus. Justement, je pense que c'est vraiment l'Altora qui va un petit peu dicter un petit peu le tempo au départ. Les premiers bonus qu'on va prendre, les premiers adjuvants qui vont un peu nous dire vers quoi on va aller. Maintenant, c'est plus des aides pour aller dans un sens plutôt dans l'autre, mais au bout du compte, on va tous plus ou moins faire la même chose. J'ai trouvé ça intuitif. Une interaction... Je pensais qu'elle allait être plus tenace que ça. Elle n'est pas dingue. Ce qui n'est pas là. Donc on a à chaque fois une espèce de scoring de majorité, on peut dire. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ce quartier-là, comment on pourrait le dire. C'est ici, oui. Altar. Oui, c'est le feu en fait. Est-ce que c'est pas du scoring, c'est quoi? Cette piste-là? Oui. Oui, c'est plus un tiebreaker qui amène des bonus. Hein. C'est une piste de bonus avec un double tiebreaker et qu'il ne faut pas négliger parce qu'en plus, il y a quand même en fin de chaque manche, il y a un jugement entre des bonus et des malus. Voilà, en fonction de la position par rapport aux 2 prophètes qui avancent au fur et à mesure de la partie sur la piste. En gros, si vous êtes à gauche du prophète le plus à gauche, c'est pas bon. Si vous êtes au milieu, vous limitez la casse. Si vous êtes à droite du prophète le plus avancé, alors à ce moment-là, ce sera positif, nettement positif. Et ça peut pas mal orienter la partie parce qu'il y a 2 cartes qui sont recto verso. On en choisit une avec une face au hasard. Et les bonus et les malus sont relativement différents. Ici, on a une carte qui est principalement du pain. Le pain qui sert à nourrir les ouvriers, original.
Et c'est vrai que selon la carte qu'on a là, ça peut aussi changer pas mal, et le fait qu'on va vraiment essayer de pousser sur cette piste ou pas. Et aussi en fonction de la Torah, évidemment. Ouais. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Ouais. Donc on a eu une partie totalement différente l'un de l'autre. Au final, qui va se tenir, hein, vraiment, qui se tient dans pas trop de points différents. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très très chargé, mais malgré tout, on s'y repère assez facilement dans l'iconographie. Donc une iconographie assez intuitive, donc là on l'a déjà dit dans le matériel, mais ça aide au niveau de l'expérience de jeu. Vraiment, c'est quand même brainy un peu, hein, parce que il faut, ah ouais, je vais jouer cette carte-là, mais ah oui, j'aimerais bien la bonifier avec ce meeple, mais si j'ai pas ce meeple-là, et donc là, des fois, ça chauffe un petit peu, ça a tendance à tanker. Donc l'action dans quel ordre, c'est super, super important. Au niveau des ressources à payer, parce qu'en fin de tour, au niveau du setup, vous allez devoir payer vos ouvriers, tout ça, c'est très, très, très tendu pour la première partie, première manche. La deuxième, c'est nettement moins, et la troisième, c'est open bar. Hein, là, pour vous éclater tout le pain, tu fais, non, je vais pas donner un pain, je vais en donner 15 par ouvrier, parce que, voilà, c'est tellement... on y va. Même si on les score aussi à la fin par 5. J'ai pas bien vu la cohérence de toutes les actions qui allaient ensemble, mais de par le fait que parce que c'est un euro et que le thème n'était pas spécialement là, parce que on va là pour aller là, mais effectivement, si vous vous intéressez au thème, peut-être que ça aura une cohérence pour vous. En tant que joueur de hockey, moi, le thème me passe au-dessus de la tête. On aurait pu mettre aller coloniser Mars. Ouais, c'est clair. Hein, que c'était la même chose. Tout à fait. J'ai un gros doute. J'ai un très, très gros doute sur l'équilibrage. On a eu une tuile qui, je trouve, est craquée de la mort, quoi. Mais vraiment. Je n'irai pas jusque-là. Et mais c'est vrai que c'est fort. Oh là là, c'est terrible. C'est vraiment terrible, terrible, terrible. Donc, si vous l'avez joué, franchement, dites-nous ce que vous en pensez au niveau de l'équilibrage. Il faut qu'elle soit tombée. Parce oui, il faut déjà qu'elle soit tombée. Et donc on peut facilement la mettre en dehors si jamais. On va pouvoir la montrer. Ça va être peut-être un peu technique avec ce qu'on va dire, mais cette tuile-là, en fait, à chaque fois que vous allez préparer la fin de manche, le Shabbat, c'est ça, Shabbat. À chaque fois que vous allez préparer le Shabbat, eh bien, ça va vous faire avancer de 3 niveaux sur l'Abyssaltar. Qu'est-ce que ça peut faire? Bien, donc, qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait que celui qui a cette tuile-là va déjà être nettement moins tendu pour se dire à quel niveau je suis entre les deux prophètes. Ça, c'est vraiment une des choses. Mais en plus, en fin de manche, bon, nous, on a oublié, heureusement, parce que en fin de manche, il y aura des bonus à celui qui est devant. C'est un tie-breaker sur certains points de règles en disant t'es devant, tu as ça. Mais en plus, c'est une montée mécanique qui se fait toute seule. Vous n'avez pas besoin de dépenser d'actions. Tandis que celui qui n'a pas cette tuile-là va devoir dépenser des actions pour pouvoir monter. Parce que je vous le rappelle, si vous êtes à gauche du dernier prophète, ce sera vachement négatif. Ça peut être des bonus d'actions. C'est pas une action principale de monter, mais il faut prendre des actions qui ont ce bonus d'action pour le faire. Et donc, alors que celui-là, cette tuile-là, s'en soucie nettement moins. Je trouve que cette tuile est vachement craquée. Pour le reste, après une partie, c'est compliqué de dire... on n'a pas joué avec toutes les tuiles non plus, forcément. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a variabilité. Je rebondirai peut-être sur des choses que tu vas dire. J'en ai déjà dit bien assez. Peut-être moins raccord sur certaines choses que d'habitude avec toi. Ok, c'est bien. Bah oui. La première chose que je dois dire, c'est que, contrairement à toi, moi je suis pas du tout un fan de Shem Phillips. J'avais beaucoup aimé quand est sorti Pillard. Le reste n'a fait que me décevoir. Y compris la trilogie... la trilogie rouge. Mais ça, on a déjà eu ce débat là. Rouge. Et en général, moi, celui que je trouve le meilleur, en tout cas celui qui peut-être pas le plus haut que son cul, c'est celui qui en général qui est le moins aimé. Architecte, pour pas citer. Pour moi, c'est le meilleur du tas. Les autres sont surfaits au possible, inutiles. Il y en a un qui devrait être à Roll and Write et l'autre qui n'a ni queue ni tête, vicomte. Bref, je sais bien qu'il y a des amateurs, on va pas refaire la roue. C'est niveau game design, je ne sais pas s'il y a un nom pour une masterclass à l'inverse, mais bon, bref. On va pas se faire. Je suis assez d'accord, mais pour Charpentier. Ah, pardon. Il fallait pas le dire. Non, l'autre est tout simple, très classique. Je ne l'aime pas, je n'ai plus, mais
Au moins, il fait son job. Et donc, ça a été vraiment le voyageur qui, personnellement, qui m'a fait remonter. Parce qu'au départ, je les attendais, hein, mais après la trilogie rouge, j'étais quand même jusque Vicomte. Et puis là, je me suis dit, c'est fini. Philippe, je pledge plus, c'est fini. Et puis il y a eu Voyageur, hein, qui évidemment m'a fait mentir. Et depuis, de nouveau, je les attends. Alors, celui-ci, j'avais pas les attentes de Voyageur ni de Scholars. D'ailleurs, je pense honnêtement que ce design n'a pas du tout l'envergure de la trilogie du Tigre du Sud. Hein, et je pense qu'il n'a pas vocation à avoir cette envergure. Je pense que c'est un design qui est beaucoup plus facile et qui n'a pas vocation à marcher sur les pattes-bandes des deux autres. Hein. C'est plus complexe que ce qu'ils ont fait avant, mais on n'est pas dans ce qu'ils peuvent faire de mieux, je veux dire, à ce niveau-là. Ceci étant dit, c'est pas du tout... bon, les deux autres sont notamment Scholars, c'est vraiment très très bon, donc on peut pas dire... C'est pas pour ça que celui-ci n'est pas bon, mais c'est vrai que je pense qu'il n'a pas les jambes des autres. Ne fût-ce qu'on disait en rejouabilité. On passe 1h30, 2 heures à faire beaucoup la même chose. Et j'ai l'impression aussi, je pense que ça sent, c'est un jeu qui est très mécanique, mais ça on a l'habitude avec eux, extrêmement mécanique. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont trouvé cette mécanique, cette action-sélection qui est vraiment très très bien et qu'ils se sont dit on va construire un truc là-dessus et que le reste est venu un petit peu au fur et à mesure, avec peut-être l'idée de l'enceinte, le reste, voilà. J'ai l'impression que c'est des petites mécaniques qui ont été, on a rajouté des trucs, essayé de créer des liens des unes aux autres. Après ça fonctionne bien, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu dissociées alors qu'il n'y a que 3 actions et trois vraiment voies différentes. J'ai l'impression que ça se sent un petit peu, qu'on voit un petit peu les ficelles et on voit vite le fond du truc en fait. On aperçoit vite jusqu'où on peut aller. Et, encore une fois, il n'a pas l'envergure des autres. Parce que, encore une fois, c'est pas mal. Moi, je suis pas quelqu'un qui ponce mes jeux, donc c'est pas très grave. Mais si vous aimez jouer 50 parties, peut-être que celui-ci, ça va lasser. On va lasser un petit peu plus vite. Après, il n'y a rien de rédhibitoire, il n'y a rien de mal fait. Le jeu fonctionne bien. On passe un bon moment. Il y a quand même la planification des cartes, des 6 cartes qu'on va jouer. Surtout qu'on n'en a que 4 en main. On en joue une à la fois. Et quand on en joue une, on en repioche une. Donc à chaque fois qu'on en pose une, on en a 4 sauf dans la dernière manche. On en a à chaque fois 4 à notre disposition pour choisir. Ouais. Et donc on n'a pas nécessairement les 6 cartes en main qu'on va jouer. Donc il faut anticiper en espérant ce qui va arriver. Et au fur et à mesure des manches, le fait qu'on tuck des cartes sur le côté, forcément la main se réduit. Donc on a plus... Quand on connaît ces cartes, évidemment, on a plus une connaissance de ce qui va arriver et de ce qui n'arrivera pas. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment la bonne idée du jeu. Le fait d'avoir des bannières aussi qui sont permanentes, qui deviennent permanentes, associées à du scoring, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ce que j'aime aussi, c'est le petit twist, c'est vrai qu'on n'a plus en parler dans les twists, c'est les ouvriers qu'on va utiliser pour placer. Donc on en a besoin pour faire certaines actions sur le plateau principal, mais on a aussi certains qu'on peut placer sur notre plateau pour avoir des bonus en plus, ça c'est très bien. Mais on va aussi réfléchir à ceux qu'on n'utilise pas pendant la manche, parce qu'en fin de manche, on va pouvoir les placer, et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut les placer, sur 2 tuiles qui nous permettent notamment de récupérer du pain pour nourrir. Ça par contre c'est le truc vraiment bateau, il faut vraiment arrêter. Pour nourrir nos ouvriers. Et si on sait qu'on peut compter sur les ouvriers qu'on n'a pas placés pendant la partie, enfin pendant la manche, on sait qu'on va pouvoir les utiliser en fin de manche pour nourrir tous les autres ouvriers, et eux-mêmes y compris. Donc ça, je trouve ça assez sympa parce qu'il faut non seulement les placer, mais il faut aussi réfléchir à ne pas en placer trop parce qu'on a peut-être besoin. Hein. Comme on recrutait, si on en recrute beaucoup, ben on en a plus à nourrir aussi. Donc ça, c'est pas mal non plus. Voilà, c'est un petit twist qui me plaît pas de mine, mais qui me plaît assez. Tout le reste étant relativement mécanique et classique. Donc voilà, moi je vais pas passer un mauvais moment, j'en attendais pas nécessairement beaucoup plus. C'est clair que personnellement je ressens comme un opus mineur par rapport à ce qu'ils ont fait notamment dans la trilogie du Tigre du Sud qui est tellement largement au-dessus de tout ce qu'ils ont fait d'autre. Voilà, donc il faudra attendre la trilogie suivante. Moi je l'attends vraiment beaucoup, la trilogie Asie. Et là ils ont annoncé que on serait plus proche de... Ils ont cité Brass notamment au niveau de l'interaction, donc ce serait quelque chose qui serait quand même beaucoup plus interactif, et donc s'ils arrivent à avoir la qualité de ce qu'ils ont fait avec la trilogie des Tigres du Sud, et rajouter beaucoup d'interactions par-dessus. Là j'attends celui-là, c'est un petit peu le Zakouski en attendant le reste, quoi. En attendant déjà Inventeur qui arrivera, je pense à SN, dans ces eaux-là. Voilà, donc un chouette jeu, mais mineur dans ce qu'ils nous ont proposé dernièrement.
Voilà, mais donc c'est la différence entre toi et moi, je pense, parce qu'on est déjà très client. Moi, je suis très client, toi, tu l'es déjà nettement moins. Et au final, je suis assez d'accord sur le fait que les 3 manches sont identiques. On n'a pas cette sensation de longueur, parce que 3 manches, il n'en fallait pas une 4e. On a quand même un petit emballement. Quand même, mais justement, c'est pour ça. On n'a pas cette sensation de longueur sur les 3 manches, parce qu'on fait exactement la même chose ces 3 manches, parce qu'il y a cette montée en puissance d'action qui vient complètement bonusser, et donc on fait des actions 5 fois plus puissantes que ce qu'on a fait à la première manche. C'est exagéré peut-être, mais on fait des choses plus puissantes. Parce que quand tu regardes, le seul truc qui augmente, parce que les cartes ne changent pas. C'est parce qu'on a toqué des cartes. Oui, et peut-être upgrader des bonus. On a des bonus upgradés, mais sinon, on ne peut pas dire non plus que ça fait pas 3 fois plus puissante que la première manche. Hein. C'était une façon de parler. Mais par contre, en termes de pain, oui, là, on en récupère beaucoup plus facilement. Et donc c'est ça qui fait qu'on n'a pas l'impression de s'embêter. La première partie à 2 joueurs, on a passé un peu moins de 2 heures, scoring compris. Ouais, et donc, ça se plie en 1 heure, je pense. C'est bien. Il faut plus long, ça ne sert à rien. Une fois que tu connais le jeu, oui, ça va descendre drastiquement. À 2, ça se plie en 1 heure, et je pense qu'à 3, 4, on a 1h30, 2 heures. Donc je trouve que le format est quand même bien adapté. Tout dépend, attention, tout dépend quand même des gens qui vont trop réfléchir et qui vont... Il n'y a que 3 actions, donc il y a, j'imagine très bien certaines personnes prônent à la paix qui vont réfléchir la meilleure des 3 actions et qui vont tout calculer les scénarios possibles. Et ça, il faut vraiment éviter. Parce que on pense à la main. C'est un Kickstarter qui vient de chez Laurent, donc ce n'est pas une boîte qui a été fournie par l'éditeur, donc c'est du stock, c'est un achat de lui, ça aurait pu être du stock de Golden Beeple. Il est coté 8,3 sur 10 par plus de 500 personnes sur BGG à l'heure où on tourne. Nous allons au bûcher le laurier. Pour moi, ce sera un bon laurier. 8,3, je trouve que c'est haut. Ouais. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai très envie d'y aller vers le solo. J'ai très envie de recommencer parce que j'ai oublié certains trucs qui m'ont pénalisé. Je vais d'abord cramer cette putain de tuile. Et puis... Moi, je la reprends, hein, tu veux. Garde-la, mais elle va pas sur le plateau. C'était ma première action. Hein. Ma première action, c'était évident. Oui, je l'ai vu apparaître, elle était juste au-dessus, accessible. Je l'ai prise tout de suite, c'est sûr. Et donc, c'est la tuile, vous avez gagné la partie. Ah, c'est pour ça. Je pense pas que ce soit à ce moment-là. Je pense que tu es un petit peu vieux, mais c'est vrai que ça facilite. On en discutera. Ça facilite quand même pas mal certaines choses. Dites-le nous, si celui qui a cette tuile-là, vraiment. Donc, celui qui a cette tuile-là. Donc, je vais essayer de la montrer, mais vraiment. Dites-le nous si vous l'avez et qu'est-ce que vous en pensez de celle-là. Allez, franchement, mettez des commentaires, ça fera vivre la vidéo, c'est bon pour le référencement. Ne ferait-on pas les youtubeurs, du coup. Donc, on radote. Pour moi, ce sera un laurier. Ce sera un laurier aussi, voilà. Maintenant, je ne sais plus combien j'avais donné à Scholars et autres. Mais je pense que c'était 9, il me semble. Ouais, c'est un 7,5, 8, un truc comme ça. En fonction s'il y a réellement un problème avec d'équilibrage ou pas. Mais... Voilà, on passe un bon moment. Je me répète peut-être, mais c'est mineur, mais c'est celui qui cherche un bon jeu dans le format, pourquoi pas. On est pas mal. Ouais. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.